Ces grands ensembles en béton, ces cités comme on les appelle, ont souvent mauvaise réputation. On les accuse notamment d'être moches ou encore d'être un terreau pour les problèmes sociaux. Et ces grands ensembles, eh bien c'est un architecte suisse, Le Corbusier, qui a beaucoup contribué à les inventer. Alors est-ce qu'il s'est complètement planté ou est-ce que c'est un génie qui a été mal copié? Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème. Et si le béton est ton avenir, eh ben dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Pour comprendre comment on est arrivé à ces grandes tours de béton, plongeons-nous d'abord dans le passé de Le Corbusier. Le Corbusier, Charles-Édouard Jeanneret Gris de son vrai nom, est né à la Chaux-de-Fonds en 1887. Il descend d'une lignée d'industriels et d'artisans horlogers. Il grandit dans ce milieu modeste, mais bourgeois, et dans cette ville qui vit le grand changement de la révolution industrielle. Et ça, vous allez le voir, eh bien c'est important. Charles-Édouard veut faire de la peinture. Son prof regarde ses peintures et lui dit « C'est pas ouf, va faire de l'architecture et de la déco ». Il s'exécute. Il fait quelques villas, se fait un peu de quicheta et sans prévenir ses parents, quitte son école qu'il juge trop académique pour partir en voyage initiatique à travers l'Europe. En 1911, il part à l'aventure à travers les Balkans, en Serbie, en Bulgarie, en Turquie et en Grèce. Et à Athènes, il va avoir une épiphanie en voyant les ruines du Parthénon. Il dira, je cite, « Le sentiment d'une fatalité extra-humaine vous saisit. Le Parthénon, terrible machine, broie et domine. Ces lignes droites, ce bâtiment géométrique, mathématique, parfait et imposant éblouit le jeune homme de 24 ans. » Ensuite, il va avoir plein d'autres influences, comme le Bauhaus, Tony Garnier, et lors d'un de ses premiers jobs à Paris, chez les frères Perret, il fait une autre découverte, le béton armé. Parthénon plus béton armé, c'est bon, on peut s'arrêter là, vous avez compris Le Corbusier. Bon, on va quand même développer un peu. Les premières réalisations de Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds sont pour le moins mitigées. Il y a pas mal de problèmes techniques et de galères. Mais en fait, le Corbu, ça ne le fait pas trop triper des masses, les petits projets chaudefonniers. Excusez, pardon pour la Chaux-de-Fonds. Sur l'avenue Léopold Robert, le POD. On est à la fin de la Première Guerre mondiale et lui, son rêve, c'est de reconstruire la France et notamment Paris. Il monte à Panama City, se construit une image, un look un peu sévère, comme ça, avec sa pipe, ses lunettes rondes et son nœud papillon, bien identifiable. Il ressemble un peu à un corbeau, d'ailleurs, Le Corbusier. C'est quoi comme bruit, Le Corbusier? Il fait figure d'artiste un peu bohème, un peu transgressif, un artiste d'avant-garde, et signe désormais Le Corbusier, pseudo qui lui vient du nom de son grand-père maternel, Le Corbésier. Alors pourquoi on est passé de Béziers à Busier? Allez le savoir. Charles-Édouard a une nouvelle identité, Le Corbusier, et de grands projets, dont le plan voisin. Padam! Magnifique, non? La maquette du jeune architecte suisse, encore inconnu, va faire scandale. Et pour cause, le plan prévoit de raser une bonne partie de la rive droite de la capitale. Donc on aurait rasé le Marais. Dessus, on construit des gratte-ciel pouvant loger entre 500 000 et 700 000 personnes, des gratte-ciel traversés par des autoroutes. Adios le patrimoine et la plupart des bâtiments historiques. Ce plan est-il une provocation ou une véritable vision? Ça va faire scandale. Et puis les gratte-ciel, on ne sait pas trop ce que c'est à l'époque. Après le Moyen-Âge et Haussmann, Le Corbusier veut faire entrer Paris dans une nouvelle ère. Une ville moderne, dense, propre, pratique et fonctionnelle pour l'arrivée de l'automobile. Faut dire que l'ancien Paris, parfois c'est un peu le boxon, et c'est très insalubre. Bon, spoil, le projet ne se fera jamais, et je me permets la seule opinion de cette vidéo, c'est peut-être tant mieux comme ça. Mais le plan voisin, c'est pas un projet non plus farfelu et complètement utopiste. Il y a une vraie réflexion derrière tout ça, et c'est ce qu'on va voir. Ça s'appelle pas le plan voisin parce que les tours c'est pratique pour la fête des voisins, avec Jocelyne qui amène la quiche. Non, voisin c'est le nom de l'industriel qui a financé l'étude. Le plan voisin, il est en réalité typique du modernisme. Alors pour faire bref, c'est un courant qui porte des valeurs de progrès et d'humanisme, et ce grâce à une architecture fonctionnelle et épurée de toute forme de décoration. On enlève tout le merdier. J'ai juste une crotte de nez, je m'enlève le merdier. En fait, c'est un courant artistique qui souhaite une société nouvelle, avec une place pour chaque individu et une technologie au service de ces individus. Et Le Corbusier, ça va être un des grands théoriciens de ce mouvement. Pour comprendre le modernisme, faut remonter un peu dans le temps.
Au 19e siècle, c'est la révolution industrielle. Il y a un exode rural de dingue. Les gens partent de la campagne pour aller travailler dans les villes. Et les villes, surtout les grandes villes européennes, eh bien, elles n'ont pas été conçues pour accueillir autant de monde. Ça va péter. Et c'est le dawa. Il y a des villes qui font pas x5, x10, x20, x30 fois leur population. C'est surtout pour les ouvriers et les prolos que c'est le dawa en fait. Ils ne trouvent pas où se loger et vivent dans des conditions insalubres. Ça crée même des bidonvilles comme à Paris au début du 20e, avec des roulottes en mode van life prolétaire. Ah ouais, des roulottes à Paris, maintenant ce serait des Airbnb atypiques à 400 balles la nuit. Ce bidonville qui ceinturait la ville s'appelait la zone, d'où l'expression c'est la zone ou zoné. Les habitants de la zone sont des zonards et ça crée aussi des problèmes d'hygiène évidemment. Le zona. C'est pas du tout que ça vient là. N'importe quoi. Et du coup, eh bien, certains tentent de trouver des solutions. Il y aura notamment le courant utopiste, porté la plupart du temps par des chefs d'entreprise soucieux du bien-être de leurs employés. Ça donne des sortes de villes utopistes dans lesquelles les ouvriers pourraient vivre et travailler en harmonie et dans de bonnes conditions. Ça donne des trucs parfois assez barges, hein, comme le phalanstère de Charles Fourier, une sorte de méga édifice sur un méga terrain où des milliers de gens pourraient vivre, une sorte de bâtiment-ville, une micro-société harmonieuse. Ça va inspirer Le Corbusier. Voilà, j'aime bien. Il y a un autre courant, le courant hygiéniste, qui est plus pragmatique, hein, et qui compte plutôt adapter la ville existante à la surpopulation. On va créer des égouts, planter des arbres, améliorer la qualité de l'eau et de l'air. C'est un peu ce que va faire le baron Haussmann à Paris. Et ça aussi, ça va influencer Le Corbusier. Parallèlement à tout ça, l'architecture et l'urbanisme vont connaître une petite révolution de l'autre côté de l'Atlantique. La ville très industrielle de Chicago est frappée par un incendie majeur en 1871. The roof is on fire. Il faut reconstruire la ville et pour cela on va utiliser les dernières technologies avec des structures d'acier qui permettent des grandes hauteurs, on empile les étages. Et puis il y a aussi l'invention de l'ascenseur. Ascenseur de l'époque, hein, faut pas louper le palier parce que sinon vous tombez 400 mètres en bas, mais c'est le début de l'ascenseur. Ça donne les fameux gratte-ciel qui sont plutôt à la base des immeubles de bureaux et ça donne un style assez épuré et en hauteur qu'on appelle l'école de Chicago. Bon, voilà, avec ça vous avez les clés pour comprendre ce qui a donné le mouvement moderne et a influencé Le Corbusier. Et donc le plan voisin, eh ben il est pas si absurde que ça finalement. Donner un logement et un habitat décent aux gens avec des logements collectifs de masse, des grands ensembles et ce avec les dernières techniques. Construire une ville pratique et moderne pour faire face aux grands enjeux du siècle. Et puis nous sommes dans l'entre-deux-guerres, c'est la crise en Europe et le chaos dans les villes. La classe ouvrière se soulève, les modernistes, Le Corbusier en tête, pensent que l'architecture et l'urbanisme peuvent calmer la révolte et mettre de l'ordre dans tout ça. Ambitieux, prétentieux même peut-être. Pour ce faire, les membres du groupe se réunissent régulièrement lors des congrès internationaux d'architecture moderne, dont le premier a lieu au château de la Sarraz en Suisse. Donc de là, ils influenceront l'architecture mondiale durant une vingtaine d'années. Les modernistes vont élaborer un mode d'emploi pour soigner ce monde malade et créer un monde dit fonctionnaliste. Cette notice, c'est la charte d'Athènes, une charte qui cherche à répondre aux 4 fondamentaux de l'homme. C'est quoi les 4 fondamentaux de l'homme, Julien? Ah, c'est ma morning routine. Caca, café, clope. Ça fait 3 déjà, ça, hein? Habiter, les loisirs, circuler et travailler. Avec cette charte, Le Corbusier rêve d'un nouvel ordre architectural mondial. Un programme, un monde ordonné, propre, vert et radieux. À quoi il ressemble ce monde nouveau? Eh ben, c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Bon, notre célébrité nationale, qui ne l'est pas encore, a plein de projets en tête, des projets de cité en béton où les gens seraient heureux et les oiseaux chanteraient. Mais ces idées font peur ou agacent, et il va galérer à trouver des gens qui lui fassent confiance et lui laissent les clés du camion. Ce sera d'ailleurs un peu le cas toute sa vie, Le Corbusier. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont les bombardements ont bien dégagé la vue pour qu'il puisse caser quelques projets. Et pour comprendre la philosophie de Le Corbusier, on va prendre comme exemple sa construction la plus emblématique, l'unité d'habitation de Marseille, la cité radieuse. C'est pas la capitale, c'est Marseille bébé. Zumba café au carnaval.
On est en 1945 et l'État lui dit « Gros, fais-nous des logements, c'est la crise ». C'est y part, mais hors de question pour Le Corbusier de construire des cités-jardins de banlieue à l'anglaise qui mangent tout l'espace. Non, lui veut faire des tours, des unités d'habitation de grandeur conforme comme il les nomme. Ça fait 20 ans qu'il bosse dessus, donc il va pas craquer à 2 mètres du bol de sangria. Ah là, tu confonds, c'est Gaudi avec la Sangria Familia. Il déteste Gaudi d'abord. Il dit c'est pas mathématique, c'est plein de trucs de déco qui servent à rien, c'est pas efficace. Cette unité d'habitation, elle est vraiment conçue comme une ville verticale afin de caser un maximum de familles tout en utilisant le moins possible de surface au sol. Dans la cité radieuse, il y a évidemment des logements, mais aussi des bureaux, des magasins, une crèche, un gymnase sur le toit, un hôtel, des espaces communautaires. Il y a des rues à l'intérieur du bâtiment qui séparent tout ça. Il y a une école maternelle, piscine, une piste d'athlétisme. Il y a même un restaurant gastronomique. Il y a plus de choses dans un immeuble que dans toute la ville de Bulle, Julien. Il n'y a pas de distributeur à fondu. Non, il n'y a pas ça. Cette ville miniature, elle est conçue pour loger environ 1600 habitants et la plupart des installations sont ouvertes aux gens de l'extérieur. Prenez-moi un bail, je signe. Le Corbusier va appliquer ses grands principes architecturaux, dont le pilotis, pour laisser passer la lumière, éviter que le bâtiment grignote trop de terrain et faire du rez-de-chaussée un endroit commun et de passage. 2, le toit terrasse, parce que comme ça, on peut faire des trucs sur le toit, c'est cool. Des barbecues, le plan libre aussi qui individualise chaque étage, et puis la façade libre. Pas m'arrêter là-dessus, mais c'est ça les grandes idées de Le Corbusier. Le tout en béton, mais sur un grand terrain vert. C'est important la nature chez Le Corbusier. Et tout est standardisé selon le modulor, ce système de mesure pour adapter l'architecture à la morphologie humaine, à celle d'un homme d'1,83 m pour être précis. Un système inventé par le grand architecte et qu'il imagine comme une mesure universelle. À l'intérieur aussi, tout doit être efficace. Le nombre d'appartements est calculé afin que l'ensemble d'habitations puisse fonctionner en respectant le juste équilibre entre l'individuel et le collectif. Les appartements sont agencés en casier de bouteille, des appartements adaptés pour la famille standard et nucléaire de l'après-guerre, constitué d'un couple avec un homme et une femme et des enfants. Les rôles sont distincts. Monsieur travaille pour subvenir aux besoins de la famille et madame est au foyer pour le ménage et l'éducation des enfants. Maman, elle est épanouie dans la cité radieuse car elle a une cuisine fonctionnelle avec un frigo, une cuisinière électrique, de la ventilation, un vide-ordures et plein de prises électriques pour brancher son aspirateur. Les enfants ont leur chambre où ils peuvent jouer tranquillement. Et s'ils restent pas tranquilles, vide ordure. En fait, à travers les aménagements du logement tel qu'il les conçoit pour la famille, Le Corbusier exprime l'idée que l'architecture a le pouvoir d'améliorer les modes de vie, voire d'éduquer les habitants. Il dit, je cite, « Et si sortant de son travail, le père est certain de ne pas trouver dans ses jambes des enfants énervés pour avoir été enfermés toute la journée dans un taudis où aucune place n'est faite à leur jeu, une femme fatiguée et nerveuse parce que sa tâche quotidienne aura été écrasante, il préférera sans doute regagner son logis plutôt que de s'attarder dans quelques cafés. » C'est du bon sens. Si Micheline et les gosses nous cassent les pompes, on reste boire une suze au bistrot. Allez, des rétros, les woke. Pas la mentalité de l'époque, Aujourd'hui, il y a pas mal d'éléments de cette cité et de ces appartements qui nous semblent normaux. Mais à l'époque, ce sont de vraies innovations. Après pas mal de retard, dû à des techniques encore mal maîtrisées à l'époque, le bâtiment sera inauguré en 1952. La cité radieuse va décontenancer tout le monde, les Marseillais les premiers, qui vont l'appeler la maison du Fada. Malgré de nombreuses critiques, l'immeuble de Le Corbusier est néanmoins vécu par ses habitants comme un véritable progrès dans cette France de l'après-guerre où il est si difficile de se loger. 5 de ces unités d'habitation destinées à 10 000 personnes sont en cours de réalisation à Meaux. Le Corbusier voyait en elle le commencement d'un nouvel âge architectural et la mort des villes tentaculaires. Mais alors si c'est si génial, quand est-ce que ça a dérapé, ce grand projet pour révolutionner la société ? Avant de voir comment ça a pris le mauvais tuyau et est-ce que c'est la faute de Le Corbusier, il faut se pencher 2 secondes sur sa vision de la société. En fait, ce qui est gênant quand on lit, c'est que selon lui, on pourrait un peu tout régler avec des formules mathématiques,
Il y a une sorte d'absolu scientifique, une équation pour que l'homme vive bien et que lui, eh bien, il l'aurait trouvé cette équation. Avec ses lignes droites, épurées, son nombre de modulors parfait et standardisé, cette manière d'organiser la vie des gens. En fait, Le Corbusier semble savoir ce qui est bon pour les gens, sans même leur demander leur avis. Il dit, je cite, « Tenir compte de ce que la famille exprime ». Non, je ne crois pas qu'on puisse le faire. Il faut concevoir et discerner, puis offrir. Posez la question à qui de droit? À Briey-la-Forêt, le maire avait fait une enquête auprès des ouvriers. Voulez-vous un appartement magnifique ou une petite maison avec jardin? Tous ont préféré la petite maison, car ils n'avaient jamais vu d'immeuble. Il faut construire et installer les occupants. Ensuite, la radiation opère. C'est le fait de toute entreprise humaine. Ils veulent une maison, les prolos, plutôt qu'un appart, sont débilos. Peu importe ce que les gens pensent et peu importe leur diversité, leur singularité dans leur mode de vie, on va les faire entrer dans ces cases. Des machines à habiter, comme il le dit. Le Corbusier veut le bonheur des gens, mais lui seul sait comment il faut faire, comment créer une société parfaite. Ah, tu peux pas 1000 balles plutôt? C'est presque démiurgique, il se prend pour Dieu, le Corbusier. Et au 7e jour, le Corbusier se reposa. Puis il aime le style brutaliste. Tu sais ce que c'est que le style brutaliste? Ta chemise, elle est brutaliste aussi? Pas cool. Le Corbusier, il a une vision autoritaire des choses. Selon lui, seul un chef planificateur investi des pleins pouvoirs peut garantir la réalisation d'un nouvel ordre architectural et urbain. L'historien Robert Fishman dira « Dans son intérêt pour l'État administrateur, il a perdu de vue l'État juste. Et c'est sans doute pour ça que notre héros national sera très proche de la Russie communiste, de l'Italie fasciste ou de la France de Vichy, et fera même l'éloge d'Hitler. » Avant de se raviser. En même temps, Le Corbusier, il a été renvoyé de son école de peinture. L'histoire se répète. Les mauvais peintres. Alors est-ce qu'on a eu un fasciste durant des années dans la poche sur le billet de 10 balles? Cette photo-là nous a particulièrement intéressés puisque son regard montrait bien un homme qui avait une vision. Hein? On vous met des recommandations lecture en description, mais disons que l'autorité pour mettre de l'ordre dans la société, ça lui paraît legit. Et bon, en même temps, à l'époque, si tu voulais faire passer un gros projet de BTP, c'était pas mal de se mettre le chauve et les moustachus dans la poche. Il est pas fasciste, il est opportuniste, diront certains. Personne ne conteste les compromis peu reluisants du Corbusier avec le régime de Vichy. Une attitude avant tout opportuniste pour essayer de décrocher des marchés. Faut-il condamner l'architecte parce que l'homme a dérapé? Un véritable dilemme. Je crois que cette question, par exemple, elle pourrait se poser aussi bien aujourd'hui à l'endroit d'un certain nombre de grands architectes qui n'hésitent pas à travailler avec les Chinois ou avec Dubaï. Et on sait bien que ces régimes ne sont pas particulièrement démocratique. Le Corbusier construit encore quelques unités d'habitation à grandeur conforme, mais jamais aussi réussies que celle de Marseille, notamment à cause de budgets insuffisants. Il n'arrivera jamais en revanche à construire le projet de ville dont il rêvait, composé de plusieurs unités d'habitation. Il la commencera en Inde, en imaginant le plan de la ville de Chandigarh, la capitale de l'état du Pendjab, après l'indépendance de l'Inde, même mourra avant la fin. En effet, Charles-Édouard Jeanneret mourra le 27 août 1965. André Malraux dira lors de l'hommage national « Il faut au moins 20 années pour qu'une idée soit connue, 30 pour qu'elle soit appliquée, lorsqu'elle devrait alors évoluer. » Et c'est à ce moment-là que pleuvent les discours sur les tombes et les plaques commémoratives. Il est trop tard. Comme l'éthique helvétique. Ça va percer dans 30 ans. Dans 30 ans, on aura enfin la pièce de 5 centimes. Et oui, parce que les théories de Le Corbusier, elles sont encore bien vivantes et elles vont encore longtemps être appliquées. Durant les 30 Glorieuses, les grands ensembles vont sortir de terre un peu partout, et notamment dans la banlieue parisienne pour loger la classe ouvrière. Il faut construire vite, il faut construire dense, et pour ça le modèle de Le Corbusier est un modèle rêvé. Par exemple pour les maires communistes de la Ceinture Rouge, la banlieue communiste de la première couronne de Paris. Mais on va aussi en avoir une flopée en Suisse, avec notamment la Bourdonnette à Lausanne, ou le plan Marais à Genève avec les tours de Carouge, Donnay et de Mérin, les Avanchais, ou évidemment le chef-d'œuvre, la Cité du Lignon, le plus grand immeuble de Suisse qui fait plus d'1 kilomètre de long, et où on peut loger, Julien, selon la légende à l'époque, toute la population du canton d'Appenzell. Il y a la place aussi pour les meules d'Appenzeller. En somme, vous avez conçu un immeuble pour 10 000 habitants. C'est beaucoup dire, mais c'est effectivement... On n'habitera pas un bloc, mais on habitera le Lignon. Maintenant, il est clair que la hauteur des bâtiments a permis
cette zone de verdure immense et certaines personnes auront peut-être peur de cette hauteur d'immeuble. Alors qu'en fait, lorsqu'on se promène dans les rues basses, dans une rue de n'importe quelle ville, les gens sont attirés par les magasins, par une belle fille qui passe, mais en somme ne savent pas combien d'étages ils ont sur eux. Que nous avons fait l'impossible pour que les gens vivent dans le meilleur des mondes possible. Et les grands ensembles, eh ben, ils vont peu à peu se forger une triste réputation. Problèmes sociaux et délinquance sont désormais associés à ces tours d'immeubles en béton jugés lugubres. Des clichés véhiculés parfois à tort et parfois à raison par les médias et la contre-culture. Serait-ce la démonstration que les préceptes du grand architecte étaient erronés? Le Corbusier se serait-il trompé? Est-ce que tout ça c'est de la faute à notre chaude-feunier et aux modernistes? Cette question, elle va déchaîner les passions, il va y avoir 1 milliard de publications sur le sujet, donc je vais tenter de donner quelques éléments de réponse. Bon, tout d'abord, le problème, lors de la reconstruction de la France, c'est que les logements collectifs et les grands ensembles doivent être construits très vite et à moindre coût. Donc on baisse les normes, on construit où on peut, comme on peut, et on ne respecte pas forcément la charte d'Athènes. La cité radieuse est en soi un petit miracle, parce qu'elle entre dans le cadre un peu spécial des chantiers expérimentaux où l'architecte a carte blanche. Et en plus, le Corbusier était poteau avec le gars qui validait les dossiers. Donc, il a pu avoir le temps et l'argent pour bien faire les choses. Et si aujourd'hui, ces grands logements collectifs et sociaux, ils ont pas la hype, on va pas se mentir, à l'époque, c'est un vrai progrès pour beaucoup de gens qui sortaient ainsi de leur taudis. Donc, les standards ont un peu évolué. Et puis, il y avait une vraie mixité sociale à l'époque. Des cadres côtoyaient des ouvriers. Avec le temps et l'amélioration du niveau de vie, ceux qui avaient les moyens sont partis pour se trouver un petit pavillon de banlieue avec un petit coin de jardin. Il y avait toute une politique qui encourageait à cela, car ces grands ensembles sociaux étaient vus comme des pépinières syndicales et communistes, et que ça inquiétait le pouvoir et l'élite économique. Donc bon, s'il ne reste que les plus précaires, on est loin de cette ville modèle où tout le monde vivrait en harmonie. Et puis ces grandes tours, il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent à la cité radieuse. Ils sont où les fitness sur les toits? La piscine et le resto gastro? Et les pilotis, pourquoi c'est juste des halls d'immeubles et pas un espace communautaire? Et les grands espaces verts voulus par la charte d'Athènes? C'est la charte d'Athènes. Ils sont où? Les copies des héritiers de Le Corbusier vont souvent faire pâle figure. Il ne faut également pas oublier que le rêve de Le Corbusier d'une ville totale où les unités d'habitation seraient connectées ne s'est jamais réalisé. Peut-être que ça aurait été la cata. Mais en même temps, on peut pas savoir, ça s'est pas fait. Il y a pas mal d'endroits du coup où c'est parti en steak. Mais en fait, pas trop en Suisse. Le Lignon et les Avanchais, par exemple, ont été plutôt bien pensés, avec des équipements publics, donc des crèches, des piscines, des accès aux transports en commun. Il y a même un jardin communautaire aux Avanchais dès le départ. Et puis les bâtiments vont être constamment entretenus. Et ça change tout. Une mixité sociale a pu subsister. Et oui, quand on les pense bien et qu'on leur donne de l'amour, ils vous les rendent bien, ces grands ensembles. Après, ça n'empêche pas que mettre plein de gens au même endroit, ça crée toujours des problèmes et qu'il y a quand même de manière cyclique des phénomènes, par exemple de bandes au Lignon, c'est clair. Alors Le Corbusier, génie visionnaire mal copié ou bétonneur à l'ego atrophié? Je vous laisse donner votre avis en commentaire. En tout cas, ces grands ensembles font désormais partie de notre patrimoine. Nombre de constructions de Le Corbusier sont d'ailleurs classées à l'UNESCO et des architectes militent désormais pour préserver ces grands ensembles, les adapter et les moderniser pour qu'on les aime à nouveau plutôt que de les raser. Ce qui est certain, c'est que Le Corbusier avait une vision. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous propose? Un grand projet architectural et urbanistique dans une Suisse à 9 millions d'habitants, avec des routes bouchées, de sérieux soucis d'écologie et des logements hors de prix. Ça fait beaucoup là, non? Pour terminer cette émission, je remercie Giulia Marino, professeure d'architecture à l'EPFL, qui m'a un peu conseillé pour certains passages. Giulia Marino, elle adore les grands ensembles, elle est assez fan, donc si vous les critiquez, elle vous coulera dans du béton, dans un pilotis au Lignon. Et Julien, j'ai même le manuel de l'habitation de Le Corbusier, qui dit comment habiter un appartement. Exigez une salle de toilette en plein soleil. Ne vous déshabillez pas dans votre chambre à coucher. N'achetez que des meubles pratiques et jamais de meubles décoratifs. Ne mettez au mur que peu de tableaux et seulement des œuvres de qualité. Songez à l'économie de vos gestes, de vos ordres et de vos pensées. Économiste et pensée, Julien. Voilà, comment bien habiter la maison.